Vous vous appelez Stanley Volant. Est-ce que vous avez aussi un nom amérindien? Le nom de ma famille, originellement, c'était la famille Wabush. Et pourquoi on vous a appelé Volant? C'est l'Église catholique, en fait, les prêtres qui étaient dans les communautés autochtones, au dernier siècle, considéraient nos noms comme des noms païens. Puis avec ces noms païens-là, on était incapable de monter au ciel lors de notre mort. Et pour la rédemption de nos âmes, on incité auprès de mon peuple pour que les gens changent de nom. Et les noms ont été attribués un peu au hasard. Bon, les Wabush se sont fait appeler Volants. Il y a plusieurs autres familles qui ont changé leur nom, qui ont des noms tout à fait francophones. Bon, les Picard, les Saint-Onge, les Hervieux, qui sont des noms très français, mais souvent, c'est des noms d'emprunt, c'est des prêtres qui avaient vécu ou converti ce qu'on peut appeler les sauvages, bon, les avaient convertis, puis finalement, bon, les prêtres disaient, vous allez prendre ce nom-là, c'est le prêtre qui vous a converti il y a quelques années. Est-ce que dans votre famille, on vous a donné aussi un nom amérindien, même s'il n'était pas officiel? Ah, mes parents m'ont donné des noms, on pourrait appeler des surnoms comme Mela Beodish, Kagos ou d'autres noms comme ça. Ça veut Mais dire c'est quoi? pas. J'aimerais mieux parler en dehors de la caméra. En tout cas, les gens de mon peuple comprendront ce que ça veut dire. Mais c'était pas des noms officiels, c'est ça? C'est pas des noms officiels. C'était parce que l'Église nous interdisait d'avoir des noms autochtones et le prêtre refusait de baptiser les enfants qui n'avaient pas des noms catholiques. Vous avez décidé de faire votre médecine, ensuite de vous spécialiser en chirurgie générale. Là, vous êtes sur le point de terminer votre spécialisation. Vous allez aller travailler à l'hôpital de Bécomo, qui est tout près du village où vous avez grandi. Vous avez décidé aussi de consacrer une journée par semaine au dispensaire même du village. Pourquoi est-ce que vous avez décidé que c'est là-bas que vous vouliez aller travailler? Parce que je suis montagnais. Et c'est plus fort que moi. C'est un retour aux sources. Et de toute façon, j'ai toujours voulu retourner dans mon peuple. Le fait d'avoir choisi la médecine, c'était purement orienté vers le retour vers mon peuple parce que je n'avais jamais pensé à devenir médecin avant 83. J'avais toujours pensé peut-être devenir soit historien ou encore ingénieur en génie civil ou archéologue. Dans ma jeunesse, quand j'avais 5-6 ans, j'avais l'idée d'être un Indiana Jones qui n'existait pas, mais dans mon idée, bon, l'archéologue, c'était comme un Indiana Jones qui courait dans la jungle, qui se faisait contre les périls de la jungle. Bon, ça m'avait toujours passionné. Puis la passion de l'histoire des autres peuples et de mon peuple, ça a toujours été une motivation importante pour moi. Cependant, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'en étant historien ou encore ingénieur, peut-être que je ne pourrais pas servir mon peuple comme je le voudrais. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller en médecine pour justement servir mon peuple de façon plus directe, puis avoir plus d'attaches auprès de mon peuple, parce qu'il y a un hôpital à Bécomo, je peux pratiquer là. Pour moi, ça a été un choix logique. Mais je ne savais pas que j'allais aller à la médecine parce que je ne connaissais pas ça. Pas du tout. Mais vous aviez, en plus, on m'a dit, je ne sais pas si c'est juste, vous aviez peur du sang? J'avais peur du sang, oui. J'avais peur du sang, puis je m'évanouissais à la vue du sang. C'était une gageure que j'ai prise. J'ai dit, on va voir, peut-être que je vais m'habituer à la vue du sang. Puis aujourd'hui, je suis en chirurgie, c'est quasiment une perversion. Mais même encore aujourd'hui, quand je vois du sang à la télévision, au cinéma, je me ferme les yeux. Je ne suis pas capable de voir du sang, mais dans un milieu professionnel, bon, opéré, il n'y a aucun problème. Ou quand j'arrive sur le lieu d'un accident, bon, au début, j'ai des appréhensions, mais une fois j'arrive, puis je deviens professionnel. Je mets mon uniforme de chirurgien, puis là, la peur disparaît instantanément. Vous auriez pu choisir une autre spécialité. En chirurgie, je ne sais pas, ça baigne dans le sang, ça gicle, ça éclabousse. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Je pense que je pense que la chirurgie était... Les qualités d'un chirurgien étaient beaucoup plus les miennes, parce que je suis un gars très manuel. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de menuiserie, un peu d'artisanat, de la sculpture. Je m'amusais beaucoup avec mes mains. Puis
Je pense que la chirurgie, c'était une continuité de ce goût-là de travailler avec mes mains. Mon grand-père a travaillé avec ses mains, puis mes ancêtres ont travaillé avec leurs mains. On est des gens très manuels. Puis la chirurgie, c'est normal. Puis pour moi aussi, l'anatomie était quelque chose de normal. J'allais à la chasse avec mon grand-père, puis on dépeçait les animaux. J'ai appris l'anatomie sur les ventres des ours, les ventres des orignaux. Mon grand-père me nommait les organes. Bon. Puis quand je suis arrivé en bio, le cours d'anatomie, je l'ai réussi de façon parfaite. Je connaissais l'anatomie plus que personne. Bon, un cœur de rat ou un cœur d'orignal, bon, c'est plus petit, mais ça se ressemble. Puis quand il me montrait le coronaire, bien, je savais c'était où, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois sur des cœurs d'animaux. Fait que cet aspect-là d'anatomie, mais aussi de l'aspect manuel, ça se rapprochait beaucoup de la chirurgie. Puis ce qui est bien en chirurgie, c'est qu'on prend des décisions rapidement. J'aimais beaucoup cet aspect-là d'agir rapidement, avoir des résultats rapidement. On sent que vous êtes quelqu'un de volonté, de détermination. Bon, vous avez choisi la médecine un peu par devoir. Vous avez choisi ensuite la chirurgie parce qu'on avait besoin aussi de chirurgiens chez vous. Bon, ça correspondait à votre tempérament, mais on avait besoin de chirurgiens aussi. On vit à une époque où les gens ne pensent pas beaucoup au devoir. On est dans une époque de revendication de droits, de privilèges, de droits individuels, collectifs. Est-ce que vous vous sentez un peu à part? D'avoir tellement le sens du devoir et des responsabilités, vous voulez retourner chez vous pour servir les gens chez vous? Je me sens... Je regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. J'aimerais... Peut-être que je suis un peu idéaliste. J'espère que les jeunes de ma nation suivront, en tout cas, suivront ou imiteront, vont imiter mes pas. Je pense que pour un Autochtone, c'est important. Pour un Autochtone, c'est encore plus important pour un non-autochtone. C'est une nation qui est en voie de disparition. Il y a un réveil du nationalisme, puis un réveil de la conscience d'être une nation qui s'est réveillée. Bon, je pense que c'est important pour nous, puis je pense que le devoir de vouloir accomplir quelque chose pour notre nation est important. J'espère que je ne suis pas le seul. J'espère que je ne suis pas idéaliste à ce point-là. Mais de toute façon, même si je suis tout seul, je le ferai pareil. Même si je devais être un Don Quichotte, je le ferai pareil. Faites-vous des choses parfois par plaisir, uniquement par plaisir, par goût personnel? Je pense que oui. Ma femme, je l'ai choisie par plaisir. Je ne l'ai pas choisie par obligation. Vous auriez peut-être choisi une Amérindienne à ce moment-là. Ça m'a beaucoup longtemps trotté dans la tête. Je dis, bon, moi qui est amérindien, bon, pour ma nation, je me marier avec une autochtone. Ça m'a longuement tracassé. Mais finalement, je me suis dit, bon, l'amour, ça ne se choisit pas. Ça arrive et, l'amour choisi finit tout le temps mal. Je pense que je vais souvent avec mon cœur aussi. Puis, mon cœur est allé du côté de ma femme, Marie-Ève. Et maintenant, devant Dieu présent, devant l'Église que nous représentons tous, unissez-vous l'un à l'autre par les liens sacramentels du mariage. Docteur Stanley Volant, voulez-vous prendre Docteur Marie-Ève Morisset comme épouse pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de votre vie? Oui. Et vous, Docteur Marie-Ève Morisset, voulez-vous prendre Docteur Stanley Volant comme époux pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de votre vie? Elle va vous suivre là-bas aussi. Il y a des difficultés qui vous attendent. Elle ne vient pas du tout de ce milieu-là. Elle a grandi complètement ailleurs, loin de ces valeurs-là aussi. Vous l'entraînez dans votre idéal puis dans votre rêve à vous. Oui, je le sais. Ça fait 4 ans que je lui dis ça. Je pense, la première semaine, dès que je l'ai rencontré, je lui ai exposé un peu le fait que je devais retourner chez moi, dans ma nation. C'était loin d'Outremont. Puis, mais je pense que ça fait l'idée au bout de certaines années. Puis je pense qu'elle m'aime beaucoup. Puis elle sait que je serais très malheureux en ne réalisant pas mes rêves. Et je pense qu'elle veut que je sois heureux. Et finalement, elle a accepté de venir avec moi à sa Côte-Nord, mais c'est sûr qu'on va accepter certains compromis.
c'est sûr qu'on va revenir souvent à Montréal, profiter de la ville. De toute façon, je ne me gênerai pas de dire que j'aime Montréal. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal, puis j'aime Montréal. J'aime aussi ma nation, j'aime aussi ma région. J'y retourne avec le regret de partir de Montréal, mais je pense que les Indiens ont toujours été nomades. On ne peut pas vivre en un seul endroit, puis je pense que je vais être nomade entre ma région, Québec, Montréal. Pour les gens de votre peuple, pour les Amérindiens, vous êtes ce qu'on appelle une pomme, c'est-à-dire que vous êtes rouge, amérindien, mais blanc aussi à l'intérieur, parce que vous avez été longtemps, vous êtes parti à 12 ans de votre village. C'est la même chose, on dit la même chose des Noirs américains aussi, qui sont allés dans les universités blanches, qui ont baigné dans la culture blanche, on les appelle des biscuits Oreo. Que vous le vouliez ou pas, maintenant, vous n'êtes pas rouge à l'intérieur et à l'extérieur. Ça va dire, les gens de votre peuple, ils ne vous voient plus de la même façon maintenant. Non, c'est sûr qu'ils ne me voient plus de la même façon. Cependant, je pense que mon cœur est resté rouge. Peut-être que le restant de la viande est blanche, puis le dessus est rouge, mais mon cœur est rouge, puis il est très rouge. Et il y a des Indiens qui vivent sur les réserves très éloignées, qui ont peut-être la peau rouge, mais qui sont beaucoup plus blancs qu'on le pense. C'est quoi avoir le cœur rouge? C'est de croire à ses origines, d'être fier de ses origines. Puis je pense que c'est de vouloir se battre pour les affirmer. Puis il y a des gens sur les réserves indiennes qui n'ont plus ce feu-là, cette flamme-là, qui s'est éteinte, qui ne sont plus ni rouges ni blancs, qui sont juste de l'orange. Qu'est-ce que vous pensez qu'un exemple comme le vôtre va pouvoir faire pour tous ces problèmes-là? Celui dont vous venez de parler, celui aussi de l'alcoolisme. Bon, chez les parents, il y a une consommation d'alcool aussi qui est très grande, dans votre village comme dans les autres villages. Chez les jeunes, il y a la consommation de drogue, il y a toute la délinquance, la violence, le suicide, tout ce qui découle de ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'un exemple comme le vôtre va pouvoir faire? Les jeunes ont de la misère à performer en ville parce qu'ils se sentent inférieurs par rapport aux Blancs. On leur dit, vous êtes des sauvages, vous êtes des moins que rien. N'aspirez pas à des postes élevés, vous n'êtes pas capable. Et ça décourage le jeune qui est déjà pris des problèmes d'identité. Je pense qu'il faut inculquer aux jeunes, c'est la fierté d'être autochtone, d'être montagnais. Puis, avec cette fierté-là, on peut mieux avancer. On est plus sûr de nous. Les obstacles sont plus faciles à franchir quand on a une identité propre et qu'on est sûr de nos origines et sûr de ce qu'on veut faire dans la vie. Souvent, les jeunes partent en ville, ne savent plus s'ils sont autochtones ou devraient se joindre à la majorité blanche dans laquelle ils ne sont pas vraiment acceptés, qui sont une ségrégation qui se poursuit avec les médias actuels. Bon, être autochtone, c'est quasiment gênant. Le monde me dit encore, tu vends-tu des cigarettes? Tu payes pas ton électricité. Puis bon, pour des jeunes autochtones, c'est difficile à vivre, puis se sentent écrasés, puis retournent dans leur village. Puis finalement, tombent dans l'alcool, puis ne savent pas encore s'ils sont indiens ou sont des blancs. Puis je pense que de s'affirmer comme autochtone, d'être sûr de nos racines, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'affronter le monde extérieur. Mais ce que vous leur offrez, c'est un exemple qui est difficile. C'est travailler fort, c'est étudier. À côté de ça, il y a aussi ceux qui vivent de la contrebande, qui s'achètent des armes, qui jouent, qui défient, la désobéissance civile, l'argent vite fait. C'est attirant pour des jeunes aussi, ça. Moi, je leur offre l'espoir un peu, que c'est possible de réaliser ses rêves sans nécessairement tomber dans des pratiques illégales. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas être capables d'aller à l'université, ne croient pas être capables de pouvoir compétitionner, d'être égal aux non-indiens. Moi, je leur offre cet exemple-là. Je dis non, je suis d'intelligence moyenne, puis j'ai réussi, c'est parce que j'ai persévéré. Vous aussi, vous êtes capable, parce que j'ai des amis de mon village qui étaient aussi intelligents que moi, sinon plus, qui n'ont pas réussi, qui ont se trompé dans l'alcoolisme, dans la drogue. Ça me fait beaucoup de peine quand je pense aujourd'hui. Même quand je les vois encore aujourd'hui, on dirait qu'ils se sentent mal à l'aise par rapport à moi, par rapport à la réussite dont je fais preuve. Mais
ça me rend mal à l'aise parce que c'est des gens qui avaient beaucoup de potentiel, qui l'ont perdu à cause de tout ça. Puis, il y a beaucoup de jeunes encore qui ont beaucoup de potentiel, qui ne le développeront pas parce que leur famille ne les pousse pas, ne les encourage pas. Le monde extérieur ne les encourage pas du tout. C'est facile de se décourager à ce moment-là quand on n'est pas une tête dure comme moi. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'aurait été votre vie si vous étiez resté au village? Je serais devenu chasseur. Grand chasseur? Oui. Bien, grand, peut-être pas aussi grand que mon grand-père, mais je pense que je serais devenu un bon chasseur. Hein, durant quelques années, j'ai longuement pensé à l'âge de 16-17 ans, j'ai pensé lâcher l'école puis devenir chasseur, comme mon grand-père. Est-ce que c'était de la révolte aussi? Parce que quand vous étiez à l'école secondaire, c'est la première fois que vous êtes retrouvé dans une école de Blancs. Oui. J'imagine que ça n'a pas dû être simple. Vous quittiez votre village à 12 ans, vous êtes retrouvé, vous alliez vivre chez votre tante à Loretteville, vous êtes allé à l'école secondaire des Blancs. Là. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été de la révolte de vouloir aller à la chasse, parce que à ce moment-là, j'avais prouvé à tout le monde que j'étais capable d'être le meilleur. En tout cas, d'être aussi meilleur qu'eux, du moins. J'avais gagné des prix d'élève de l'année, puis en secondaire 5, mais là, je voulais aller à la chasse. C'était un retour aux sources, un retour à ce que mon grand-père avait fait. Puis mon grand-père, pour moi, c'est mon plus grand héros. Puis faire ce que mon héros faisait, c'était mon but. Cependant, bon... C'est lui qui vous a élevé, c'est vos grands-parents qui vous ont élevé. C'est ça, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Comment est-ce qu'il était, votre grand-père? Fantastique. Pour moi, c'était une personne très importante parce que malgré que c'est une personne qui n'était pas très éduquée, que je considère très intelligente. C'est une personne qui avait vécu difficilement. Mes grands-parents avaient vécu difficilement dans la forêt, avaient vécu des moments difficiles, la famine, les épidémies. Leur famille avait été décimée. Bon, c'était une vie très dure. Puis mon grand-père avait été quelques jours à l'école. Et finalement, avait quitté pour aller aider son père à aller à la chasse. Et mon grand-père était aussi, ce qui me surprenait beaucoup, très bon en plomberie, en électricité, en menuiserie. Je disais, pourtant, il n'avait jamais été à l'école, mais il avait de la facilité. Ça témoignait d'une certaine intelligence. Puis quelqu'un qui n'a jamais eu de cours, être capable de faire l'électricité dans la maison, puis de faire de la menuiserie. C'était un gars qui était capable de s'acclimater à plusieurs situations. À un moment donné, il était venu à Montréal, puis je me rappelle qu'il se promenait à Montréal, qu'il sans connaître la ville, puis comme si rien n'était, ça me faisait penser justement un peu à Crocodile Dundee, là, d'arriver dans la ville comme si rien n'était, puis aucun problème. La fierté, est-ce que ça vient de lui? Le sentiment de fierté? Ça vient de lui, oui. Ça vient de lui, puis un peu de mes ancêtres. Les Montagnais, c'est un peuple de nomades qui a été sédentarisé, qui a été forcé de se sédentariser, mais très tard, dans les années 50. Vos grands-parents étaient parmi les premiers à devoir vivre dans des villages permanents, dans des maisons permanentes. C'est dans cet univers-là que vous avez grandi, aussi dans les années 60. C'est là que vous avez été élevé. C'était comment les conditions de vie au village? Ça ne devait pas être facile? C'était pas facile. Je me rappelle pas d'avoir eu l'eau chaude chez moi avant l'âge de 12 ans. On n'avait pas d'eau chaude. Le premier téléphone que j'ai eu, je pense que j'avais 12-13 ans. On était 4-5 sur la ligne. Puis il y avait des tonalités différentes. Puis ça avait fait... il y avait seulement quelques familles, surtout les Blancs, puis le prêtre qui avait le téléphone dans le village. Mais le téléphone est venu très tardivement. L'eau chaude aussi. Les conditions sanitaires étaient difficiles parce qu'on n'avait pas d'égout central. C'était tout des puiseurs en arrière des maisons. C'était pas facile. Puis Est-ce qu'il y avait la télé, des réfrigérateurs? Quand je suis né, ma mère a acheté le premier réfrigérateur. Elle a acheté ça pour que je puisse avoir des commodités adéquates. Puis je sais que mon grand-père, la fois quand que ma mère a amené le réfrigérateur, lui ne savait pas qu'est-ce qu'il allait dans un réfrigérateur. Il a pris un catalogue Eaton ou Sears. Il a vu un frigidaire, puis il a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis il est allé à la baie du Son, puis il a acheté tout ce qu'il y avait dans le catalogue. Tu l'as mis au frigo, oui. Ouais. Puis, c'est ça, finalement, on a eu des commodités plus modernes progressivement.
La télévision est peut-être rentrée quelques années après. Bon, mais c'est ma mère qui avait beaucoup investi pour que je puisse avoir des stimuli pour me faire progresser. Puis m'avait aussi acheté des dictionnaires dont je ne me servais pas. Je ne savais pas lire à l'époque, là, mais je me souviens quand j'étais jeune, je jouais avec mes dictionnaires, je faisais des maisons avec mes dictionnaires. C'était mes dictionnaires, mais je faisais des maisons avec. Puis je faisais des forts avec mes dictionnaires, puis tranquillement, bon, j'ai appris à lire à l'école, puis j'ai commencé à m'intéresser à mes dictionnaires qui étaient un peu méganés. Je les avais un peu brisés avec mes jeux. Je vais aller te voir à Bécomo, je vais voir ma copine au mois d'août, fait que je vais... Tu seras engagé. Ben, il y a juste un hôpital. Il y a le soin prolongé, puis l'autre, tu vas travailler à la grosse. À la grosse, la grosse hôpital. Bonne chance. Non, merci beaucoup. C'est bon voir. Il me reste 3 gardes à faire au mois de juin. Peut-être instant. le temps le soir, peut-être. Ben C'est ma dernière journée officielle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait peur le plus là, quand vous pensez que dans quelques mois, l'an prochain, ça va être l'adaptation, le retour là-bas? On demande toujours plus aux gens qui viennent de chez nous. Comme je pense que le dicton nul n'est prophète dans son pays, je le sais, et va s'appliquer à moi depuis plusieurs années. Je sais que je vais rencontrer des difficultés. Les gens vont me demander d'être meilleur que les chirurgiens qui sont là-bas. Et je ne suis peut-être pas meilleur qu'eux. Ils vont me le demander d'être meilleur. C'est pour ça que j'avais opté aussi pour la chirurgie, parce qu'une de mes premières idées, c'est d'aller en médecine familiale. Être médecin généraliste. Cependant, le fait de retourner dans mon village 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, 365 jours par année, ça aurait été trop. D'être parfait à chaque jour, d'être le meilleur, c'était trop de pression. Et finalement, le choix de la chirurgie, avec mes aptitudes que j'avais, c'était plus facile pour moi, parce que je me permettais de me détacher un peu de mon milieu. Je travaillais à Bécomo, mais en faisant de la clinique à Bétiamite, en soignant des montagnais. Mais je vais être moins présent. Ça me permet d'avoir une certaine liberté. Pour pouvoir faire plaisir, pouvoir rendre les gens heureux, il faut que je me rende heureux aussi. Ce serait quoi pour vous, là, réaliser votre rêve? Qu'est-ce qui serait une victoire pour vous? C'est de voir des jeunes qui iraient à l'université ou dans d'autres domaines, qui réussiraient dans leur domaine, qui performeraient dans leur domaine, puis qui viendraient me voir par la suite, quand je serais plus vieux. Ils me diraient, c'est grâce à vous que j'ai réussi. Ce serait mon... Si j'atteins cet objectif-là, je vais être très heureux. Je vais mourir heureux, en tout. Je pourrais mourir à ce moment-là. Je serais prêt à mourir. Vous ne tenez pas plus à la vie que ça? La vie, c'est pas important. Pour un Indien, la vie et la mort, c'est un cycle. Puis, ce que le grand Manitou, ce que le Dieu me permettra de vivre, je serai content. Mais la mort me fait pas peur. La mort me fait peur dans le sens que j'ai peur de ne pas réaliser tout ce que j'ai fait, mais je pense que déjà, j'ai l'impression d'avoir donné un espoir aux jeunes. Mais j'aimerais accomplir plus encore. Puis un échec, ce serait quoi? Un échec, c'est que personne ne viendrait me voir pour me dire que ça marchait, que j'étais leur motivation. Ce serait ça un échec pour moi. Vous auriez aimé ça, je pense que votre grand-père vous voit maintenant. Vous alliez le voir et que vous puissiez lui dire, parce qu'il est mort maintenant, oui. J'ai réussi, je l'ai fait. Il serait très fier, je pense. Il était déjà très fier de moi quand j'étais jeune. Il était fier de moi parce que j'avais des attitudes de chasseur. Souvent, il me vantait auprès de ses amis. Il me dit, mon fils, mon petit-fils, c'est un chasseur hors pair. La semaine dernière, il a rapporté 12 lièvres. Il se promène dans le bois, puis il a un sens d'orientation hors pair. Puis il se perd jamais. Puis c'est un gars travaillant. Puis aussi, il avait dit à ses amis, mon fils, un jour, mon petit-fils, il ira très loin. Puis il va devenir avocat, puis il va défendre notre cause, il va nous défendre. Puis ça va être un sauveur pour notre nation. Puis il disait ça à ses amis. Puis je me disais, dans ma tête, je peux pas être avocat, je suis tellement timide, j'ai la misère à parler. Mais je le respectais, puis je me disais, quitte à pas devenir avocat, je deviendrais un bon chasseur ou quelque chose d'autre, puis je le rendrais fier.
Puis rendre mon grand-père fier, c'était quelque chose d'important pour moi, là. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'il me voit. Puis je pense qu'il doit être très heureux que j'ai réussi à traverser toutes ces épreuves-là, que je finis ma chirurgie dans 24 heures. Il me reste mes examens. Bon, ça, c'est une autre manche encore à faire, mais je pense que je vais tout mettre pour réussir. Puis qu'au mois de novembre prochain, que je sois chirurgien à Bécomo. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, puis je vous souhaite d'être heureux aussi. Merci beaucoup. Prendre le temps d'être heureux.